Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question. Pourquoi est-ce que votre profil en tant que jeune chercheur, docteur, doctorant n'attire pas les recruteurs ? Sur cet épisode, j'ai de nouveau le plaisir d'être avec Assia. Salut Assia. Salut tout le monde. Et Delphine est également Hello, là. hello. Salut Salut Delphine. Alexis, salut tout le monde. On va y arriver. Trop Exactement. d'entrain. Voilà, très heureux encore d'être tous les trois sur ce nouvel épisode. Donc pourquoi votre profil n'attire pas les recruteurs ? On va directement rentrer dans le sujet du jour. Alors, on va vraiment nous se focaliser aujourd'hui sur tout ce qui va être métier après la thèse, hors académique et hors R&D. C'est vraiment notre spécialité chez Resalience. On essaie vraiment de se focaliser là-dessus. Donc, on fait des coachings, on a eu pas mal de coachés et chacun on a notre propre thématique qu'on va vous décrire et du coup on va s'appuyer sur ça, sur les différents échanges qu'on a pu avoir avec des jeunes chercheurs et justement essayer de voir dans leur profil ce qu'on a pu améliorer ou en tout cas ce qui était améliorable pour rendre du coup leur profil, à la fois leur profil, bien évidemment leur CV plus attractif vis-à-vis des recruteurs. Alors, on va commencer, à la limite, on va commencer par... alors, je suis désolé pour la politesse, mais je vais commencer parce qu'en fait, les coachings se font dans un certain ordre. Donc, moi, je commence la partie coaching avec comment identifier des postes accessibles pour les jeunes chercheurs directement après la thèse et sans formation complémentaire. Donc, comment trouver des postes. Et une deuxième partie, comment se créer un réseau qui va justement vous aider à atteindre les postes que vous avez, que vous visez. Donc voilà, donc cette première partie de coaching, ça se passe en 1 heure. Donc comment identifier des postes et comment se construire un réseau. Ensuite, on enchaîne sur Delphine. Delphine, je te laisse décrire ton module. Yes, avec grand plaisir. Alors moi, je suis passionnée, ne me demandez pas pourquoi. Des CV et des lettres de motivation, c'est un exercice qui peut souvent paraître décourageant parce que ça peut être juste vu comme juste une feuille, une page. Et en fait, c'est un exercice tellement compliqué. Comme j'aime bien dire, c'est compliqué de faire simple. Et voilà, donc moi, je récupère les CV, les lettres de motivation que vous avez alors déjà envoyées ou pas, ou rédigées exprès pour le module, mais en tout cas, ça nous fait une base de travail essentielle. Et on regarde tout en long, en large, en travers, la forme et le fond, bien entendu. En relation avec une offre de poste, c'est plus pertinent, puisque quand on adresse une candidature, on s'adresse à quelqu'un. Si on ne connaît pas l'interlocuteur, c'est pas évident. On voit comment avoir ce que j'appelle un squelette de CV, ce qu'on va pouvoir réutiliser offre après offre. Et par contre, ce qu'il faut absolument modifier, parce que c'est vraiment important d'être spécifique quand on candidate. Je vais faire de la R&D dans un institut public versus je deviens commercial dans une société privée. On ne peut pas présenter le même CV. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et du coup, si j'ai bien compris, je laisse le bâton de parole à Assia pour le 3e et dernier module. Et yes, moi je viens en dernier, on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau, c'est simulation d'entretien. Alors je me mets à la place du recruteur. Bon, par rapport à ça, je vous dis, je kiffe mon rôle. Pourquoi ? Parce que depuis l'âge de 7 ans, je fais du théâtre, voilà, je fais du stand-up, voilà, j'adore ça, donc je m'éclate comme pas possible. Et d'ailleurs, quand on commence justement la session, on me reconnaît pas, hein, vous rentrez vite dans vous êtes bien simulé, vous inquiétez pas, ça se passe très très bien. Alors dans ma session, bah, justement, je vous pose des questions en tant que recruteur, les questions classiques qui ressortent en entretien dans le privé. Et bon, bah écoutez, après il y a une sorte de questions-réponses comme dans l'entretien. Et puis je vous challenge forcément, hein. Je ne vous rends pas la vie facile, mais je fais en sorte que vous passiez un entretien qui soit un peu compliqué. Vous cherchez parfois vos mots, vous êtes un peu bousculé exprès
pour que le vrai entretien le jour J, vous soyez vraiment à l'aise. Et puis au final, le but, c'est de vous donner un max de tips pour que vous soyez hyper performant durant votre entretien. J'en dis pas plus, Alexis. Je te laisse la parole. Très bien, parfait. Bah, du coup, sur ces différents modules, alors là, je pense qu'on peut peut-être avancer de manière un peu décousue. Peut-être, alors Delphine, sur la partie CV, lettre de motivation, parce que c'est vrai que c'est un peu le départ de tout quand on postule à une offre. Le CV, la lettre de motivation. Aujourd'hui, quelles sont peut-être les erreurs que tu vois le plus fréquemment chez Ouais. chez les personnes qu'on a pu avoir en coaching? Alors, point de départ, oui et non. Je reviens juste pour, redorer, le blason de ton module, Alexis. On a parfois des personnes, qui visent des offres de job, qui ne correspondent pas à leur profil. Si on candidate à quelque chose où il y a 10 ans d'expérience demandée et qu'on en a 1 et demie, ça peut pas le faire. On peut faire le meilleur CV du monde, la meilleure lettre du monde. Le dialogue peut pas s'engager si on représente pas à minima la personne demandée. On sans s'auto-censurer pour le moindre micro-détail qui ne va pas, mais quand même attention. Alors, si je devais formuler d'une façon simple les différentes erreurs que je vois le plus souvent, à mes yeux, c'est que la personne ne se met pas du tout à la place du recruteur. Et pourtant, c'est dommage parce que je suis sûre que toutes ces personnes que j'accompagne, elles ont un sens logique. Mais bon, ça demande de prendre un petit peu de recul. Et c'est vrai que pour sa propre candidature, on peut être très stressé, être voilà, les yeux dans des œillères. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par se mettre à la place du recruteur? Eh bien, je vais prendre l'exemple de mon métier, puisque je ne fais plus de R&D, je ne suis plus à la paillasse. Je suis dans le consulting en financement. Et alors, j'ai déjà accompagné des personnes qui visaient le même type de métier que celui que j'exerce aujourd'hui. Et dans le CV, on va avoir plein de détails sur je sais faire des western blots, utiliser un cytomètre en flux, disséquer tels animaux. Alors oui, certainement, mais en fait, le but de CV, ce n'est pas d'être exhaustif sur tout ce qu'on sait faire. Ça doit vraiment être une traduction, ça doit faire la jonction entre la personne que vous êtes, ce que vous savez faire, et ce qui va intéresser le recruteur. Si je reviens à mes histoires de western blot, là en tant que consultante, mon recruteur s'en fout comme de l'an 40 que je sache faire des western blots. Par contre, le fait que je sois peut-être minutieuse, que j'ai le souci du détail, que si un client m'explique qu'il va réaliser ce type d'expérience, ben là c'est intéressant. Et il faut faire cet exercice absolument dans son CV d'utiliser des autres mots pour voilà, garder un lien encore une fois avec la personne qu'on est, mais intéresser le recruteur. Donc par exemple, je reviens à mon CV, moi, Delphine, docteur en biologie, qui dissèque des moustiques. Voilà, la dissection de moustiques, le recruteur s'en fiche. Mais je marque, voilà, j'ai le sens du détail, je suis patiente, je peux faire une même tâche répétitive pendant plusieurs heures et essayer d'être empathique en fait, de se mettre à la place du recruteur pour voir qu'est-ce qui peut l'intéresser. D'une façon toute simple pour conclure ma très longue réponse à ta question, c'est voilà, si vous expliquez votre sujet de thèse à un pote, à votre maman, à un médecin que vous rencontrez, vous n'utilisez pas les mêmes mots pour expliquer la même chose. Et donc cette logique, encore une fois, doit aussi s'effectuer dans le CV et puis évidemment dans la lettre également. Bah écoute, merci beaucoup Delphine. Je sais pas, Asia, tu veux réagir par rapport à ce que... 100% avec toi, Delphine, tout ce que tu dis, c'est vrai. Parce que c'est bon à 3000%. entendre. Et merci Non, pour mais ce souci du détail dans l'argumentaire, c'est vraiment génial. Non, mais tout à fait, hein, effectivement, hein. Quand on sort de thèse, on va penser que finalement, ses plus grandes compétences, ce sont ses compétences techniques. Encore une fois, vous sortez de thèse, vous n'êtes pas technicien, vous n'êtes pas des super techniciens. Et ce qui va intéresser une entreprise, surtout si vous postulez sur des postes hors R&D, c'est exactement ce que dit Delphine. C'est pas le fait que vous sachiez faire un western blot les yeux fermés. Voilà. Par contre, c'est tout ce que vous avez développé autour pour arriver à faire ce western blot. C'est ça qui va intéresser l'entreprise. Absolument. Absolument, Alexis. Et oui, et faciliter la vie des recruteurs. Mettez-vous dans leurs chaussures. Et encore une fois, tiens, voilà une question. Tiens, d'ailleurs, Delphine, le CV, 1 ou 2 pages? La question est simple. Alors, J'ai ma réponse, petite idée sur la question. je ne sais pas s'il y a une réponse. Alors, je vais, tu sais quoi, je vais continuer dans cette logique. J'insiste encore et toujours. Moi, j'aime bien me dire, et je pense que c'est très très vrai, pour qu'on me l'ait dit à plusieurs reprises, le recruteur n'a pas le temps.
le recruteur a peut-être passé un temps phénoménal à rédiger une offre, parce que de même qu'une offre, c'est un résumé du job à pourvoir, tout comme votre CV et votre lettre sont des résumés de la personne que vous êtes et de ce que vous pouvez apporter à la société. Ouais, donc tout ça prend du temps. Après, il faut les poster, il faut suivre. Il y a plein de candidatures qui sont complètement hors sujet. Il faut les trier, appeler les gens, etc. En moyenne, on a plus de... Alors, c'est tout confondu, que ce soit PhD, n'importe quoi. Là, c'est une offre en France postée quelque part. La moyenne absolue, tout mélangé, c'est 100 candidatures. Vous imaginez le travail que ça représente? Et pour des postes vraiment très intéressants, on est à 200, 300, enfin bref, ça s'arrête jamais. Less is more, donc pour moi mon chouchou, c'est une page. Ma réponse, c'est une page. Et pour le côté temps du recruteur, et pour une deuxième raison, c'est que le CV, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, je ne sais plus, le CV n'a pas à vocation d'être exhaustif. On n'est pas là pour raconter sa vie de la première à la dernière seconde. Le but d'un CV et de la lettre qui l'accompagne, c'est de décrocher un entretien. Là, on fait du marketing, on met en avant ce qui déchire, on se montre sur son meilleur jour, on va, je sais pas, détailler plus une tâche qui va intéresser le recruteur. Yes. J'ai Asia et Alexis en panique à côté de moi, je vous donne la parole juste après. Mais, euh, mais voilà, mettez l'essentiel. Après, s'il y a des choses à rajouter qui, à votre sens, ajoutent de la valeur à votre candidature, ça aurait peut-être sa place uniquement pour un entretien, mais pas sur le CV. Elle me fait pas une belle intro, ça, Ouais. Alexis. Bah, moi, Elle me- alors sur la première Depuis tout partie, à l'heure, là, elle me lance la perche. j'étais 100% d'accord avec toi, Delphine. Là, je viens de passer à 200% d'accord avec toi. Oh là là, Mais Non, c'est mais effectivement, compréhensible. c'est vrai que le CV, on va en mettre des tartines, on veut tout mettre, on veut montrer tout ce qu'on sait faire. Euh, voilà, le CV, il est là pour que il faut montrer que par rapport à l'offre, vous cochez les cases. Et le but du CV, c'est que le recruteur prenne son téléphone et vous appelle pour vous faire passer un entretien. C'est ça le but du CV. C'est pas tout dire, c'est dire l'essentiel pour que le recruteur dise oui, ok, par rapport au profil que je cherche, cette personne peut correspondre, il faut que je l'appelle parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Voilà, C'est c'est ça le ça, but du CV. donner envie. c'est un C'est teaser. Donc sur une ou deux pages, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une page. Voilà. Et puis je pense que même 2 pages, ça peut montrer qu'on a peut-être du mal à avoir un esprit de synthèse, ce qui est aussi important. Exactement. Voilà. Je peux pas m'empêcher de sourire quand je vois voilà un petit encadré. Alors je sais pas comment les gens vont appeler ça, soft skills ou ce que vous voulez, esprit synthétique, et de voir un CV qui s'étale sur plusieurs pages. Ben, là, on n'incarne pas le message qu'on veut faire passer. C'est dommage. Exactement. Ok, Exactement. merci beaucoup. Hein, là, Trop bien. t'en as dit beaucoup. Oui, pardon. Non, Non, mais c'est très je bien. Non, sais non, pas, mais je c'est très bien. T'as m'enflamme. donné, J'aime tes questions. plein de T'es conseils. passionnante, Delphine. Non, Mais c'est parce que je intéressant. suis passionnée, ma grande. Je peux te prendre une Ça se petite voit, heure ça de se voit. coaching avec toi, Delphine. Ah, il Allez. faut se faire coacher par Delphine, elle est top. Hein. Moi, je rêve de passer une simulation d'entretien, Cassia. Je me demande si je m'en sortirais bien. Ah, bonne question. Bah tiens, Alors puisqu'on en parle. Alors, Asia. pour la petite parenthèse, et franchement, je veux pas vous faire peur, j'ai déjà eu c'était non, c'était pas une doctorante, elle avait déjà soutenu. Elle a pleuré à la fin de mon entretien, je vous jure. Et pourtant, je suis pas méchante, hein, mais c'est Oh. juste qu'elle s'est rendue compte, la pauvre, qu'elle n'était pas du tout préparée. C'est dingue, hein, un entretien, ça se prépare. Comme un CV, ça se prépare. Et c'est super important de le savoir, ça. Donc, quand on sort de thèse, de postdoc, et qu'on se dit, tiens, je vais balancer mon CV partout, ta, 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 ta. Le Plus j'en même fais, plus j'en partout. envoie, mieux j'aurai des réponses. Et non, faites attention. Une transition vers de la recherche publique vers le privé, ça se prépare. Voilà, il y a des gens pour ça, pour vous accompagner. Et parmi ces gens-là, ben, il y a Résalliance. Voilà. Vous avez écouté Delphine, Alexis, on est là pour vous. Hein. C'est vraiment ça, on vous accompagne dans cette démarche. Donc voilà, donc Alexis, ta question, c'est du coup pour Bah toi, quels sont la session. finalement, en termes d'entretien, sur les entretiens que tu as pu faire passer, quels sont finalement les erreurs, ou en tout cas les points d'amélioration récurrents chez pas mal de Yes. candidats? Alors je précise Alexis parce que je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais ça fait un peu plus d'un an maintenant hein, qu'on coach hein, des Oui. doctorants, Oui. des postdocs, des PhD qui ont soutenu leur thèse, qui sont à la recherche d'opportunités. Donc c'est très varié et même des masters, je précise. On dit beaucoup Mhm. PhD. On coach aussi des masters. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Alors moi, je vais aborder juste 2-3 points un peu rapidement par rapport à ma session de coaching sur des choses très très importantes, moi que j'ai remarqué systématiquement qui reviennent. Et je commence par ça, moi quand je fais mon coaching, je parle du mindset. Voilà, c'est très important d'avoir le bon mindset quand on va en entretien. On va pas en entretien en se disant ah il va me mettre des bâtons dans les roues, il va me piéger, il va me poser des questions, il va pas être sympa. Non, c'est pas du tout ça.
Si vous y allez comme ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça va se voir dans votre visage. Vous allez être crispé, vous allez être pas bien. Même les premiers mots que vous allez prononcer, ça va un peu bafouiller. On sent que déjà vous avez. Enfin, non, non, c'est pas ça le truc, hein. Quand on va en entretien, on va rencontrer un recruteur, un manager, quelqu'un qui reflète l'entreprise dans laquelle vous allez potentiellement travailler. Et donc, vous êtes dans une discussion. Vous apprenez à connaître la personne qui est en face de vous. La personne apprend à vous connaître aussi. Donc, il faut se mettre à l'aise. Avoir le bon mindset, c'est venir avec un grand sourire. Déjà, hein, montrer que vous êtes pétillant, peps, que vous avez envie de discuter avec eux, que vous avez envie d'apprendre à les connaître et donner envie aux gens de discuter avec vous, hein. Quand moi, la première chose que je dis, bonjour, par exemple, Alexis, ravi, merci pour l'intérêt que vous portez à cette candidature, machin, et que la personne me dit, merci. Oh, paf, tu vois, je dis là, ça va pas du tout là, mon gars, souris, qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant, je suis pas le recruteur. Imaginez un vrai recruteur, qu'est-ce qu'il va se dire? Ok, d'accord, ça commence bien. Bon, alors, le bon mindset, ça, c'est une chose, on oublie souvent. Ensuite, la première question qu'on pose souvent en entretien, c'est présentez-vous. Alors c'est bête, hein, présentez-vous. Et là, je fais la continuité de Delphine, mais je dis le contraire, c'est-à-dire que vous avez beau faire un super CV, attention, ne récitez pas votre CV en entretien, c'est pas le but du tout. Il y en a qui me font un listing. J'ai fait un master, nanana, j'ai fait un master de nanana, puis ensuite j'ai fait une thèse, puis ensuite j'ai fait 2 postdocs, puis ensuite... ça me tue. Ça me tue. Mais encore une fois, hein, c'est des gens qui sont pas préparés, ça se comprend. Il y a aucun problème, hein, on est bienveillant, on est là pour vous donner un max de tips. Donc quand on se présente, on a pris 5-6 minutes, on se prépare. C'est un exercice qui se prépare à l'avance, d'accord? Le but, c'est pas de réciter votre CV, le but, c'est de raconter votre histoire. D'accord? Et sur ce qui est très important, c'est entre chacune de vos expériences, raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi vous avez finalement arrêté de faire ci? Vous êtes plutôt allé là? Pourquoi vous avez fait une thèse? Pourquoi vous êtes allé vers la thèse? Pourquoi ensuite vous avez décidé de continuer en postdoc? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et à chaque fois, alimentez votre argument, alimentez votre histoire par vos compétences. Faites ressortir les compétences attendues. Je reviens sur ce que disait Delphine. Bien sûr, si je passe un entretien pour être consultant versus je passe un entretien pour être chef de projet R&D, je ne vais pas mettre en avant les mêmes compétences. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça se travaille. C'est un vrai exercice. C'est la première question souvent à laquelle on répond. Donc il faut être au top sur cette question-là. Ensuite, j'ai eu pas mal de gens en difficulté, sur des questions où il faut parler des qualités, il faut parler des défauts, il faut se mettre en avant, pourquoi vous par exemple, et cetera. Beaucoup de gens qui m'ont dit: «Je n'arrive pas à parler de moi, j'ai du mal à me mettre, en valeur, j'ai du mal à valoriser mes compétences». Ouais, ça se travaille aussi, hein, il faut reprendre confiance en vous, hein. Vous avez tellement de compétences, vous êtes PhD, le plus haut diplôme, qui puisse exister. Soyez fiers de vous, hein, faites un vrai travail sur vous-même et apprenez à vous valoriser. N'oubliez pas que l'entretien, c'est avant tout aussi une compétition, d'accord? Donc il faut ressortir du lot aussi, il faut montrer que vous êtes le meilleur candidat. Et puis, qu'est-ce que je voulais pour finir? Bien évidemment, et ça va peut-être revenir à ce que tu disais aussi, Alexis, au tout début, heu, pour se préparer, il faut aussi aller à la pêche aux infos, et ça passe aussi par le réseautage. Quand vous êtes face à un recruteur, vous êtes renseigné sur qui est le recruteur, qui est la compagnie à laquelle je vais travailler, quelle est l'équipe, le manager. Vous allez les contacter sur LinkedIn, vous allez discuter avec des gens de l'équipe, c'est encore mieux, ou des gens qui font le même job pour leur poser des questions sur quelle est la journée type, quel est le salaire, quel est machin. Allez à la pêche aux infos, et ça, on est très bon pour ça, on est des chercheurs. On est des chercheurs, et la curiosité fait partie de de nos compétences, voilà, clés. Je pense que je vais m'arrêter, Alexis, sinon, je vais vous faire un coaching, hein, tant qu'on y est, et puis, hein, on va y Allez, aller. c'est parti. Non, et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, à Alexis, Delphine ou moi-même. Je Mais m'arrête là. effectivement, la préparation est clé. Et comme tu disais, pour arriver finalement plus ou moins, alors serein ou en tout cas moins stressé dans l'entretien, ce qui fera la différence, c'est la préparation. Voilà. Si c'est comme comme une soutenance de thèse, même comme une réunion d'équipe au labo, si vous arrivez en touriste, ça peut que mal se passer. Il n'y a pas de miracle. En revanche, si vous arrivez préparé, là oui, vous donnez les chances à la fois que ça se passe bien et en plus d'avoir un entretien intéressant. Oui, Asia? Ce qui est rigolo, Alexis, c'est que ce que j'observe moi pendant mon entretien, parce qu'en fait, je pose une question et après je donne, je fais mon feedback. Et on avance comme ça au fur et à mesure, hein. Je laisse pas tout le feedback à la fin. Ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure que je donne mon feedback, attention, on fait ci, attention, on fait ça. La prochaine question, ils deviennent de plus en plus bons. Troisième question, encore mieux. Et moi, ça m'est arrivé à la fin de leur dire, mais les gars, vous êtes prêts là, c'est bon. Enfin, c'est génial. C'est ça qui est... En fait, on comprend rapidement.
on comprend très très vite, on s'adapte très très vite et de suite on met en application. Et ça, c'est quelque chose chez nous on est assez fort là-dessus. Et donc, c'est pour vous dire que voilà, il suffit d'avoir les bons tips, il suffit d'avoir les bagages, il suffit d'avoir les bons conseils. Et généralement, vous pouvez être très très bon et très rapidement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Très bien, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Asia. Avec plaisir. Du coup, je vais aborder mon module donc, qui est sur finalement comment trouver des postes et comment se créer un réseau. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui passent en entretien, je pense même la majorité, ils n'ont pas forcément en tête les possibilités après une thèse. Donc pour beaucoup, c'est de la R&D parce que ça paraît être la suite logique. Voilà, on a fait de la recherche, donc on va continuer à faire de la recherche. C'est effectivement une possibilité. Cependant, comme c'est la possibilité que tout le monde a en tête, il y a énormément de compétition. Voilà, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Sachez qu'il y a du monde en face, donc la seule solution, c'est d'être le meilleur. Et là, ça va certainement se distinguer sur des compétences techniques, puisque c'est pour de la R&D derrière. Là où il va y avoir un travail à faire, c'est d'aller s'ouvrir l'esprit et justement de trouver tous les autres métiers accessibles après la thèse, avec un PhD en poche. Et là, il y a un vrai travail à faire. Voilà. Aujourd'hui, ça passe aussi par finalement quelles sont mes compétences, quelles sont les compétences que j'ai pu développer pendant mon doctorat, alors hors la R&D à proprement parler, et finalement avec cette liste de compétences, quel métier pourrait correspondre à la fois à mes compétences et à la fois à mes envies. Voilà, moi, il y a un conseil que j'aime bien donner pendant les coachings. Hein, allez voir dans des entreprises qui sont dans votre domaine d'activité, donc dans la biologie, dans les life sciences, et regardez sur quel type de profil ils recrutent en R&D. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez avoir des fiches de poste. Une fiche de poste, c'est assez exceptionnel parce que vous allez avoir toutes les compétences nécessaires pour atteindre cet objectif-là, ce poste-là. Donc, bien évidemment, il y a des compétences que vous allez avoir. Donc, il faudra bien évidemment mettre en avant d'autres compétences que vous n'aurez pas. Et là, il va falloir les travailler ou en tout cas avoir une argumentation construite face au recruteur qui va bien évidemment venir vous chercher là où c'est un peu plus bancal. Donc finalement, le départ de tout, il faut absolument que vous ayez en tête une feuille de route, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous souhaitez aller et sur quel poste vous visez. Quand vous êtes à la paillasse, que vous faites une manip, il y a un objectif derrière, il y a une question scientifique à laquelle on veut répondre. Vous avez une direction. Appliquez exactement la même stratégie dans votre recherche de poste. Il faut absolument avoir un cap. S'il n'y a pas de cap, et que vous cherchez tout, voilà, il n'y a pas de direction, ça va mener nulle part. Donc voilà, première étape, avoir un cap. Et finalement, une fois que vous avez le cap, alors quand je dis cap, c'est voilà, ayez en tête peut-être 2-3 métiers qui pourraient vous intéresser et focaliser sur ces 3 métiers-là. Peut-être que les 3 vont pas correspondre, peut-être que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'avancée de vos recherches, le deuxième correspond moins, mais c'est pas grave, on l'enlève, on en trouve un remplacement et on continue à avancer, mais au moins vous avez une direction. Donc ça, c'est le premier point qui va aussi faciliter la suite, qui sont CV, lettre de motivation et l'entretien, puisque comme vous allez focaliser sur quelque chose, vous allez avoir une certaine, voilà, toutes les mêmes questions vont revenir, les mêmes compétences, etc. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est le réseau. Le réseau, c'est-à-dire, il va falloir rentrer en contact avec des personnes qui vont pouvoir vous aider à atteindre ces objectifs-là. C'est vrai que le réseau, il peut des fois avoir un aspect péjoratif, puisque des fois, on peut associer le réseau à du piston. Voilà, c'est pas du tout le cas. L'idée, c'est d'aller rencontrer des gens qui exercent le métier que vous faites et rentrer en contact avec eux. Voilà, ça peut être une solution assez simple. Discuter, le but c'est de comprendre de quoi est fait leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, voilà, quelles sont les compétences clés, potentiellement la poursuite de carrière possible, voilà, ce genre de questions. Donc voilà, pour résumer, 2 points essentiels, avoir un cap, avoir une direction et ensuite se construire un réseau, trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette démarche-là. Asia, je vois que tu... Oui, non, en vous écoutant tous les deux, Delphine, Alexis, je me dis que j'aurais adoré me faire coacher par vous juste après mon postdoc. J'étais complètement perdue. Voilà, je voulais vous le dire.
c'est fait. Moi, j'avais presque envie de me remettre à postuler. Bon, à ce jour, j'ai pas du tout envie de changer de métier, mais juste pour l'exercice parce que je le trouve fascinant. Et non, mais pour les simulations d'entretien, je sais pas parce que pour les conseils CV, lettres de motivation, réseau, etc., on peut trouver plein de choses sur le net. Bon, Alexis et moi, on a la position du docteur qui est passé dans le privé. On a un regard qui est on connaît très bien les gens à qui on s'adresse. On a plein de conseils spécifiques à donner. Mais une simulation d'entretien, j'avais envie de souligner que on ne peut pas débarquer sur Google et se dire tiens, est-ce que je peux faire une simulation d'entretien? Il y aura des conseils, mais c'est vraiment un moment qu'on vit où on est en face de une, voire souvent plusieurs personnes pour nous mettre un petit peu en situation potentiellement où on est plus en retrait, enfin on est en minorité numérique. Donc oui, enfin bref, venez nous voir. Oui, Ouais, et puis Asia, ouais. si je peux rajouter quelque chose, ce que nous dit souvent, hein, je pense que c'est le même cas pour vous, Alexis, Delphine, les PhD qu'on coach, c'est que ce qu'ils adorent chez nous, c'est qu'on les comprend. C'est-à-dire qu'on est comme eux, on est passé On par était ce qu'ils eux. viennent de vivre. On a galéré comme eux, on s'est senti aussi perdu, on a fait aussi des boulettes dans nos recherches, voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on se fait coacher par des PhD en life science comme nous, qui ont le même parcours et qui ont rencontré les mêmes difficultés, qui aujourd'hui sont passés de l'autre côté, c'est juste génial. On se sent compris et les tips qu'on peut vous donner, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment clé, c'est vraiment des pépites. Voilà, je tenais à le souligner. Non, non, mais tout à fait, effectivement, on est tous passés par cette étape-là. Tiens, peut-être un autre conseil, tips que je peux donner, moi en tout cas, ce qui m'a énormément aidé pendant ma thèse, c'est de m'investir dans une association de jeunes chercheurs où le but était l'insertion professionnelle des jeunes chercheurs dans le monde hors académique. Clairement, moi, ça m'a permis de rencontrer des docteurs qui faisaient autre chose que de la R&D. Donc, c'est le réseau, en fait. Ça m'a permis de travailler mon réseau et surtout de m'ouvrir l'esprit et comme ça de nouer des contacts. Juste pour vous donner un exemple, quand je commençais à postuler dans le privé, moi, j'avais jamais postulé avant hors académique. Voilà, donc, j'avais jamais fait un CV pour l'hors académique. Alors, ça demande un peu surtout quand on a thèse, un peu de courage, mais j'ai décroché mon téléphone et j'ai recontacté des personnes que j'avais rencontrées via cette association pour leur demander de corriger mon CV. Il y en avait Excellent. notamment deux, je savais qu'ils travaillaient aujourd'hui dans le monde ils faisaient du recrutement. Voilà, et ils ont accepté avec plaisir de relire mon CV. Et donc, quand j'ai candidaté, derrière, je savais que j'avais un CV qui était vraiment adapté à l'entreprise. Donc, c'est ça la puissance du réseau. C'est s'appuyer sur les personnes qu'on a pu rencontrer pour s'améliorer. Voilà. Et je Ok, crois, Alexis, que tu fais. oui. Ouais. Excuse-moi, Alexis. Vas-y, Non, je disais Asia, que tu ouais. allais faire une super introduction sur ce que tu voulais dire dans ta conclusion, je crois, non? Oui, tout à fait. Alors, pour conclure, on voulait parler de l'actualité de l'association actuellement. On a un gros projet en cours qui est mené par Asia, qui est un programme de mentorat. Asia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Yes, alors rapidement, on a lancé ce programme. Ça commence toujours par des posts chez nous sur LinkedIn, hein, on balance des trucs, et puis les gens ils accrochent, et puis ça participe, et ça commente, et ça tag dans tous les sens, et la communauté se mobilise. C'est parti d'un post cet été pour dire, écoutez, on reçoit tellement de messages de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui cherchent des mentors, qui cherchent à être accompagnés. On a une super communauté aujourd'hui qui nous suit. Est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient nous rejoindre dans l'assaut pour être mentor, pour accompagner des doctorants en fin de thèse, pour accompagner des postdocs, des PhD à la recherche d'emploi? Et il y a eu une mobilisation absolument extraordinaire. On est aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de mentors aujourd'hui dans l'association, tous des PhD, la majorité des PhD en bio, et puis plus d'une soixantaine de mentorés. On a matché tout le monde tout récemment, il y a à peu près une semaine. Et ça se passe très très bien, donc on est hyper content pour vous dire que on suit tout ça de près, et que si ça vous intéresse de rejoindre l'asso en tant que mentor, en tant que mentoré, c'est toujours possible, puisque le programme de mentoring pour une session, un matching, va durer en moyenne 3 mois. On a déjà une mentorée qui a trouvé, qui a décroché une opportunité, ça a été rapide. Donc on a des C'est mentors qui se libèrent au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez besoin, contactez-nous, Delphine, Alexis ou moi-même, on trouvera toujours une solution pour vous. Et oui, et ben Asia, moi j'aimerais bien te contacter parce que si besoin, je veux bien être mentor.
Ça me semblait évident, mais je me suis pas manifestée. Enfin bref, si mon profil peut Delphine, comme correspondre aux mais curiosités de quelqu'un, ah bien évidemment Delphine, c'est juste qu'on était complètement dans le rush tous les 3, donc j'attendais juste que tu sortes de l'eau en fait, puisque ça c'était y pour le est, j'ai projet site trouvé la web, surface. donc en même temps tu peux aussi nous donner la nouvelle du site web qui va bientôt sortir peut-être? Oh là là, le Ah je suis spoiler. désolée, j'ai Non, spoilé. c'est dans quelques jours. Alors, on a encore des petits ajustements à faire, mais du coup, c'est pour vous embarquer avec nous dans le prochain épisode de podcast où on vous donnera l'adresse exacte. Mais voilà, Yes, dedans, on va parler du podcast, des coachings, des interviews et de petits compléments, le groupe sur LinkedIn de partage d'offres, etc. Des petites présentations de nous-mêmes, tous les trois, voilà, pour vous partager avec tout le cœur qu'on a, la raison d'être de l'association. Ouais, on va enfin avoir une plateforme où on va pouvoir communiquer tout ce qu'on fait et tout surtout regrouper au même endroit. Oui. Je pense que pour la clarté de tout ce qu'on entreprend, on espère que ça va vous aider et nous on est très content d'avoir cette vitrine. Juste pour revenir sur ce que tu disais, Asia, je sais plus, tu l'as sûrement dit, mais en tout cas un grand merci à tous les mentors qui se sont manifestés et qui accompagnent les mentorés. Vraiment merci pour votre engagement. Les mentorés également, merci beaucoup. On a des groupes avec à la fois d'un côté les mentors, d'un autre côté les mentorés. Il y a une vraie émulation, une vraie dynamique. Merci beaucoup à tous pour vos retours, pour vos remerciements, pour votre engagement. Si ce programme, alors certes, ça demandait beaucoup d'énergie, notamment de la part d'Asia, mais si ça fonctionne, c'est parce que derrière, vous vous êtes mobilisés. Donc voilà, vraiment, absolument. Merci à on souhaite tous profiter de du de fond ce du cœur. podcast pour vraiment vous remercier. Et please, continuez à nous soutenir. Continuez à nous soutenir sur LinkedIn à fond. On publie Delphine et moi souvent. Sur Instagram, Delphine elle va aussi commencer à faire plein de posts. Partout, écoutez nos podcasts. Allez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. On a aussi un groupe PhD. Soutenez-nous, on a besoin de votre soutien. C'est ça qui nous pousse à Ouais. continuer encore et encore pour Alors vous tiens, accompagner. pour être très clair, comment est-ce qu'on te trouve, Asia, sur LinkedIn? Ton nom sur LinkedIn, Moi, c'est très c'est simple. Asia Asrir. Vous allez trouver mon profil sur LinkedIn. Alliance PhD. Voilà, vous n'aurez aucun mal à me trouver. N'hésitez très pas à me bien. suivre. Delphine, Alors, Delphine Caps, Ka2ps, parce que l'Alsace est avec nous. Et pour le compte Instagram, c'est Résalience-du-bas PhD. Voilà, abonnez, likez, commentez, partagez. Je me permets de souligner en passant que Résalience, dans Résalience, il y a Rés comme réseau. Donc retrouvons-nous tous ensemble, voilà, dans les différents programmes qu'on vous propose. Il y en a pour tous les goûts, selon vos attentes. Si vous préférez être tout seul dans votre coin avec une interview, tout seul dans votre coin avec un podcast, ou voilà, en plus collaboratif, échange en coaching. Et n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos attentes, des suggestions, si jamais il y avait des choses qu'on n'a pas encore mis en place, ou des questions. Enfin bref, c'est l'intelligence collective. Donc si vous avez des idées, des besoins, vous nous en parlez et puis on pourra voir ce qu'on peut mettre en place pour vous. bah, très bien, parfait. Voilà, on s'était dit une demi-heure. On y est, donc ça va être le temps de conclure. Donc cet épisode, il va sortir. Alors nous, on l'enregistre, il est mercredi, là, aujourd'hui, mercredi 14 septembre. On le sort vendredi 16. Le podcast suivant sortira 15 jours plus tard. On a déjà défini le thème, on va le communiquer. Ça sera comment se créer un réseau quand on est jeune chercheur. Donc n'hésitez pas à nous contacter si à la fois vous souhaitez réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter. Alors si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le mettre en commentaire. Sur Apple Podcast, voilà, mettez-nous 5 étoiles, laissez-nous un commentaire. C'est vraiment c'est notre source aussi de motivation. Et si vous voulez interagir avec nous, voilà, à la fois sur LinkedIn avec Asia et Delphine ou le compte Instagram. Asia et Delphine, merci beaucoup. Ben, il n'y a pas de quoi. Et j'ai envie de dire à très Merci à très vous. bientôt parce qu'il y a tellement encore des milliards de choses. J'ai pris des petites notes dans tous les sens. J'ai pas pu tout vous raconter. Donc je guette les prochaines thématiques pour caser ce que je voulais ajouter. Merci Alexis d'avoir animé ce podcast. Moi, j'ai adoré être avec vous deux. Et puis, on continue à fond. Non, c'est un vrai plaisir. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour parler du réseau et comment est-ce que vous allez exploser votre réseau et vous en servir pour trouver votre prochain poste. Salut, ciao, excellente Ah, journée. À ciao! très bientôt. Excellente journée.